il y a des projets qui ont été menés qui ont révélé des choses. Donc on a plus été dans la révélation de certaines situations. Et après, sur ce qu'ont pu révéler différents projets qu'ont menés des établissements, c'est de dire comment est-ce qu'on travaille là-dessus. Donc comment est-ce que ce serait question des changements des pratiques. Et forcément, c'est un travail qui sera sur du long terme, je pense. La chance qu'on a eue, moi je le vois comme une chance, c'est que dans ce groupe-là, on a eu 2 personnes de la direction des 2 collèges. Donc ça a été au niveau de la diffusion, au niveau des projets qui pouvaient être proposés, c'était vraiment très intéressant et ça a vraiment favorisé une émergence de projets qui commence à naître et qu'on peut partager ensemble en dehors du collège, dans le collège. Sur des temps très très différents. On s'est rendu compte aussi ensuite que la place qu'on occupait dans le système n'avait pas du tout le même impact. Par exemple, moi en tant que CPE, j'avais plus de facilité à intervenir sur les élèves avec des expositions, de la formation. Quand on est chef d'établissement, par contre, on peut par la réécriture du contrat d'objectif l'utiliser comme un outil et moyen de discussion avec les équipes. Utiliser les instances pédagogiques de l'établissement, le conseil pédagogique, le comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté, le conseil d'administration. Problème de déni que nous-mêmes nous avons eu alors qu'on était volontaires pour travailler sur ce groupe de travail, il est vraiment à prendre en compte et c'est pour ça que dans les objectifs, dans ce qu'on veut mettre en application dans notre collège, au-delà de la documentation, des documents, de l'apport théorique qui est important, c'est vraiment créer une cellule de veille comme le comité, comme le CESC des collèges, quelque chose où il y a des parents, des élèves, des enseignants et où on arriverait à créer ce climat de confiance parce que rien que le fait d'en parler, peut-être qu'on n'a pas avancé dans les faits, mais peut-être que déjà ça nous change et si nous on est changé, forcément nos pratiques changent. Dans le collège, on s'aperçoit aussi que on a les mêmes publics, on côtoie les mêmes jeunes, les mêmes familles. Donc on aimerait aussi développer à travers cette recherche-action un travail auprès des jeunes et des familles par rapport à la remise en question de nos pratiques. Comment on en parle, avant d'en parler et de travailler avec le public concerné, comment on peut dire qu'on a travaillé sur la remise en question de nos pratiques, comment à travers des corps de métiers différents, on arrive à échanger sur ça. Et puis comment on le porte, comment ça s'évalue, parce que je pense que c'est important de pouvoir évaluer cette question aussi à travers des écrits, des grilles, peu importe. Et du coup, ça nous a vraiment questionné puisque de nos différentes places, on n'avait pas la même transmission. Un autre point qui nous paraissait très important pour la reconnaissance des discriminations, c'est d'ouvrir la parole des premiers concernés, c'est-à-dire des élèves qui peuvent se sentir discriminés. Et donc on a fait une toute petite expérience par rapport à ça, à la fin de l'année scolaire 2011-2012, avec une classe de seconde où donc les élèves vus comme arabes ou noirs étaient majoritaires en nombre. On a pris 3 heures de temps avec les élèves par demi-classe, on s'est mis autour d'une table et on a lancé le débat sur les discriminations à l'école. Et en fait, ça s'est très bien passé. C'est vrai que parfois on peut avoir peur, ça n'a pas du tout provoqué un séisme ni rien du tout. Ça s'est très très bien passé et en fait, les élèves ont pu parler des situations où ils se sont sentis discriminés. Et au départ, ils n'osaient pas trop, et puis finalement, ils se sont lancés, notamment, par exemple, des jeunes filles qui disaient, c'est des jeunes filles qui portent le voile en dehors du lycée, mais évidemment, comme elles portent le voile devant le lycée, donc on sait qu'elles portent le voile, et elles disaient qu'elles se sentaient souvent discriminées, au moins dans le regard que portent les enseignants sur elles. Elles évoquaient notamment un professeur qui les avait une fois houspillées très violemment parce qu'elle les avait vues arriver à un arrêt de tram avec le voile, alors que d'habitude ce professeur n'est pas du tout quelqu'un de plutôt calme et bienveillant. Enfin, il y avait beaucoup d'exemples, j'ai pas le temps de vous raconter ça en détail, mais c'est vraiment très intéressant d'écouter ce que les élèves ont à dire. On apprend des choses et il faudrait le faire beaucoup plus. Avec ce signal qui est de dire question sensible, attention, on est tenté, et je pense que c'est une des difficultés des différentes expériences qui ont été présentées, c'est qu'on est toujours tenté de reconduire la frontière entre adultes et jeunes, entre professionnels et publics. J'étais particulièrement sensible à ce qui était dit par Sabine Friganovic tout à l'heure, en disant cette expérience qui est d'aller ouvrir et d'aller parler
avec les élèves dans le cadre d'une classe, de l'expérience vécue dans l'école, eh ben, c'est pas la révolution. C'est-à-dire que ce qui nous empêche, il y a des choses qui nous empêchent de poser ces questions-là. Et en s'empêchant de faire cela, nous reconstituons sans cesse cette espèce de frontière qui voudrait que l'élève en face de nous ne sache pas. C'est le présupposé de notre acte éducatif. Qu'il ne sache pas, ou qu'il ne sache pas bien, ou etc. Et de ce point de vue-là, il y a un filtre qui est extrêmement puissant et qui est un des motifs très importants des processus de dénégation, à mon avis, dans les institutions éducatives. Ce présupposé très important qui fonctionne comme un filtre, c'est que toutes les paroles qui ne seront pas conformes, y compris du point de vue d'une parole qui serait trop affective, hein, dans ce que disait Laurent Sucropina, c'est que les paroles qui ne sont pas conformes sont prises comme le signe d'un défaut de socialisation. Si tu te révoltes, c'est que tu es mal socialisé. Si tu parles avec affect, c'est que tu es mal socialisé. Et il ne faut pas oublier, c'est très puissant dans les questions éducation, dans l'arène dans laquelle on travaille, c'est que nous sommes dans des institutions normalisatrices, dont c'est le projet précisément, que de produire ces normes-là, dont on voudrait séparer l'objectif du subjectif, on voudrait séparer les affects d'une parole sur les faits, etc. Et moi, ce qui me semble très intéressant et que j'ai envie de souligner dans ces expérimentations-là, c'est que ce sont des expérimentations qui, en se produisant par de l'expertise professionnelle et de l'expérience des uns des autres, ce sont des paroles ce sont des savoirs aussi, qui sont de manière irréductible des savoirs à la fois subjectifs et objectifs, c'est-à-dire qui mêlent ces deux dimensions-là. Ce sont des savoirs affectés, qui nous affectent, c'est-à-dire qui, en ce sens-là, ont aussi la capacité de nous transformer. Je pense que pour travailler la question des discriminations et chercher à modifier les pratiques des professionnels, il faut qu'on ait la même bienveillance par rapport à des comportements qui peuvent nous sembler choquants, intolérables de la part de nos collègues. C'est-à-dire que si on veut travailler, il faut également se dire qu'effectivement, il y a des choses à travailler, il y a des choses éventuellement à modifier, mais on l'a vécu dans notre groupe de lutte contre les discriminations, la difficulté au départ à finalement revenir avec des collègues qui, eux, n'avaient pas fait tout ce travail, comme on a parlé, les collègues tout à l'heure. Donc je pense qu'il faut qu'on garde en tête aussi la question des peurs qui sont très présentes en fait dans le quotidien des professionnels. Alors des peurs, d'être mis au banc de l'équipe, d'être en conflit avec un tel, etc. On est sur une problématique qui génère forcément... qui va générer forcément de la tension, du conflit, de la remise en cause, et que ça, c'est pas évident il faut aussi qu'on se met, c'est pas évident dans le sens où il faut que ça soit pas, il faut pas que ce soit un conflit ou un travail qui soit destructeur, il faut qu'il soit constructif, il faut que tout le monde avance. Je voudrais donc en profiter pour revenir sur cette question de l'usage des catégories que vous avez utilisées, qui sont des catégories qui ont été qualifiées de racistes. Je pense que les catégories en soi ne sont pas racistes ou ethnistes ou sexistes, c'est la manière dont elles sont construites et utilisées, mais ce qui me semble extrêmement important, c'est que vous avez utilisé des catégories de sens commun, c'est-à-dire des catégories qui sont censées être partagées, qui sont de fait partagées, en tout cas dont le sens, dont la signification est censée être partagée. C'est l'exemple qui était donné, il n'y a pas besoin de dire que l'élève est turc, on sait qu'il est turc, donc turc renvoie un certain nombre de stéréotypes. Je voulais souligner un deuxième aspect qui me semblait fort intéressant d'un point de vue épistémologique, c'est que, au moins dans les deux cas, qui sont ceux du collège et du lycée, vous vous coltinez d'emblée à une question qui, il y a quelques années, était encore relativement absente de la réflexion et qui passe encore très largement à côté d'un certain nombre de dispositifs, comme c'était le cas de la HALD, et je ne pense pas que ça ait fondamentalement changé du côté du défenseur des droits, qui est la question dite de l'intersectionnalité. C'est-à-dire que vous ne cherchez pas à prendre les rapports sociaux un par un, mais que vous essayez de voir aussi comment ils s'articulent. C'est quelque chose qui, il y a 10 ans, ne se serait probablement pas produit. Et de ce point de vue-là, je pense que, là encore, nous avons, je l'espère, progressé collectivement, et c'est quelque chose dont on peut se féliciter.
est-ce qu'au-delà, il n'y a pas des choses qui sont très discriminantes et qui ne se voient pas, comme les codes culturels, comme le niveau social de la famille? Et est-ce que, si je veux caricaturer, comment nous, en tant qu'enseignants, on parle et on accueille des familles qui ne lisent pas Télérama, qui n'écoutent pas France Inter, etc. Et comment est-ce qu'on n'est pas discriminatoire par rapport à eux? Et ça se voit pas, ça. Et est-ce que c'est pas ça qui est peut-être le plus fondamental dans la fabrique de l'échec? Depuis quasiment le départ de la formulation des questions d'inégalité scolaire, parce que je suis là sur le plan de l'école, on a tendance très lourdement à penser les inégalités comme la manifestation des différences des publics. En disant, en fait, s'il y a des inégalités, c'est parce qu'au fond, il y a des publics socialisés différemment. Et à partir de là, intervient la critique qui est de dire, oui, l'école a une norme et effectivement, elle est aveugle aux différences. C'est pas faux. Mais la question de la discrimination, elle vient nous chercher ailleurs. Elle vient nous chercher dans la manière dont on comprend les effets du travail des institutions sur les individus et les groupes. Comment la manière dont on traite les gens produit quelque chose comme de la catégorisation ethnique raciale, produit comme de la catégorisation de genre, etc. Et quels effets cela a sur les trajectoires scolaires des uns et des autres. Voilà. Cette question de la discrimination, elle vient nous saisir dans le fait de penser la primauté des institutions dans les rapports de pouvoir, et pas la primauté des différences de socialisation. Elle vient renverser ce point de vue. Tout d'abord, sur la question de la territorialisation des politiques de lutte contre les discriminations, effectivement, moi je fais partie de ceux qui ont fait avancer une approche, une analyse un petit peu critique en disant, mais quand même, il faut se rappeler que les politiques de la ville sont des politiques par définition sélectives, exceptionnelles, provisoires, centrées sur certains quartiers, dits les plus éprouvés, en difficulté, etc. Donc, n'y a-t-il pas un paradoxe à demander toujours aux plus démunis, aux plus éprouvés de se mobiliser, hein? Et on sait également que c'est des politiques qui vont beaucoup fonctionner, parier sur le dynamisme des associations, le dynamisme des acteurs locaux, l'effervescence des projets, la multiplicité des projets, comme ça a été rappelé tout à l'heure par Madame dans l'intervention. Et donc ma crainte était, n'y a-t-il pas un danger à ce que cette effervescence associative, ce dynamisme local, occulte l'immobilisme des grandes institutions nationales, la fonction publique, l'éducation, l'école, le travail, etc. Et je pense que la journée d'aujourd'hui, justement, porte témoignage, enfin, illustre le fait que, comme vous l'évoquiez tout à l'heure, il y a un mouvement qui est en train de se faire d'irrigation, d'interpellation, hein, justement, des institutions nationales, traditionnelles, à travers ces politiques locales, territoriales de mobilisation. Et donc la journée d'aujourd'hui, le colloque d'aujourd'hui en témoigne, et je pense que ça va tout à fait dans le bon sens.